Bienvenue sur le podcast des atypiques sensibles, un podcast dédié à tous ceux qui n'entrent dans aucune case. Je suis Nadège, coach de vie certifiée spécialisée dans l'accompagnement des atypiques sensibles. Mon objectif au travers de ce podcast est de te permettre de mieux te comprendre et d'oser te montrer tel que tu es. Ensemble, allons faire briller ton unicité. Ici, pas de blabla, mais du peps, de la joie, de la créativité et beaucoup de bienveillance. Si ce podcast te plaît, laisse 5 étoiles et un avis, ça lui permettra de voyager et d'agrandir la communauté des atypiques sensibles. Bienvenue dans l'épisode 49 du podcast des atypiques sensibles. Aujourd'hui, on va aborder un sujet dont on entend peu parler, mais qui pourtant est très important, l'alexithymie. Alors au programme de cet épisode, plusieurs points. On va déjà aller voir ce que c'est que ce truc dont je vous parle, comment ça se manifeste et quels sont les impacts de l'alexithymie sur la vie au quotidien. Et puis, bien entendu, je vais vous partager quelques stratégies à adopter pour mieux vivre avec cette particularité. Si vous avez envie de découvrir tout ça, restez avec moi. C'est parti! Pour commencer, déjà, j'avais envie de vous parler un petit peu de ce qu'est l'alexithymie. Parce que c'est quelque chose dont on entend peu parler et qui pourtant chez les atypiques sensibles peut revenir bien plus souvent que dans une population lambda. Donc l'alexithymie, c'est vraiment une difficulté à identifier, à comprendre et à exprimer ses émotions. Ça englobe tout ça, identifier, comprendre, exprimer. C'est pas qu'un seul de ces 3 points, c'est les 3 ensemble. Une personne qui est atteinte d'alexithymie, elle peut avoir du mal, par exemple, à reconnaître ce qu'elle ressent, à mettre des mots sur ses émotions. Elle peut aussi avoir des difficultés particulières à interpréter les émotions des autres. Je lisais la dernière fois une étude qui a été faite par des chercheurs de l'université de Toronto, si je ne me trompe pas. Et en fait, ils expliquaient que l'alexithymie, elle était liée à des différences dans la manière dont le cerveau va venir traiter les émotions. Et que finalement, ça peut entraîner une espèce de déconnexion entre les expériences émotionnelles, le vécu émotionnel, et l'expression verbale, donc la façon dont on va décrire ces expériences et ce vécu. Donc je trouve ça hyper intéressant parce que finalement, c'est vraiment le cerveau qui traite les émotions d'une façon autre que la façon classique de le faire. Comment on peut reconnaître quelqu'un qui va être concerné par l'alexithymie? Finalement, on va avoir chez lui des difficultés, chez elle, des difficultés à identifier les émotions, comme je disais tout à l'heure. Donc, ça peut être un sentiment de confusion, une incertitude sur ce qu'on ressent, par exemple, des difficultés à exprimer les émotions, et là, ça vient toucher le discours, des difficultés à parler des sentiments, des émotions, des ressentis, des difficultés à les partager avec les autres. Il peut y avoir aussi un manque de compréhension émotionnelle. C'est-à-dire que on va avoir l'impression que c'est des personnes qui manquent d'empathie, mais ça va pas être ça, c'est vraiment parce qu'elles ont du mal à comprendre les émotions des autres. Et ça peut venir vraiment créer des tensions au niveau des relations interpersonnelles. Il peut y avoir aussi une pensée très pragmatique, une façon de penser très concrète, très dans les faits, souvent au détriment de tout l'émotionnel, de la réflexion émotionnelle. Et puis il va y avoir aussi un impact sur l'imaginaire, sur la créativité. C'est des personnes qui vont avoir un imaginaire moins développé et peut-être moins de fantasmes, moins de rêves éveillés, moins ce côté licorne bisounours, quoi. Enfin, vraiment, ça va être des personnes qui vont être très terre à terre. Sur la vie quotidienne, ça a différents impacts qui peuvent être assez importants. Par exemple, je le disais tout à l'heure, ça peut venir compliquer les relations interpersonnelles. Mais ça peut aussi venir entraîner des malentendus, des frustrations, rendre la régulation du stress et des émotions très difficile. Évidemment, quand on ne comprend pas ce qui se passe, on ne peut pas agir sur notre environnement. Donc,
il est aussi hyper important pour moi de savoir que l'alexithymie, elle peut venir coexister avec d'autres atypies. C'est une atypie qui est souvent observée chez des personnes qui vont avoir un trouble du spectre de l'autisme ou des troubles anxieux. Finalement, ça va venir ajouter une couche supplémentaire aux défis qui sont déjà à relever par les personnes autistes ou qui ont des troubles anxieux. C'est un petit peu comme si, en plus de la base, on avait la cerise sur le gâteau qui est l'alexithymie, qui ajoute un peu de complexité dans la régulation des émotions, un peu de complexité dans les interactions sociales. Et finalement, c'est hyper important d'aller pointer du doigt cette caractéristique parce que ça va nous permettre d'adopter une approche qui soit plus globale et plus empathique aussi dans le soutien des personnes qui vont être concernées. Donc là, moi, en tant que professionnelle, je trouve que c'est hyper important de savoir que ça existe et de rediriger vers un psychiatre ou un psychologue si on voit qu'il y a quelque chose, parce que ça peut être aussi un point qui n'a pas forcément été pris en compte et qui vient empêcher l'aide qu'on peut apporter à quelqu'un qui fonctionne de façon différente, qui a un trouble neurodéveloppemental. Maintenant qu'on en sait plus sur ça, j'ai envie de vous partager quelques petites stratégies qui peuvent permettre à quelqu'un qui a reçu ce cadeau de l'alexithymie de mieux vivre avec. Alors déjà, il va y avoir, et on le retrouve dans tout ce qui est TSA, l'importance de l'éducation émotionnelle. C'est-à-dire que l'intelligence émotionnelle, elle se cultive. On peut travailler son intelligence émotionnelle et c'est indispensable. Je ne vous dis pas qu'on va passer de tout à rien ou de rien à tout, mais il va être essentiel d'apprendre à reconnaître les différentes émotions de base, les signes physiques, ce qu'elles activent corporellement. Alors, on peut se documenter, il y a des livres, il y a des cours, il y a des thérapies qui peuvent aider vraiment à développer notre vocabulaire émotionnel, mais il est aussi possible de travailler ça en coaching avec moi. Si vous en avez envie, n'hésitez pas, vous pouvez réserver votre premier appel offert, il y a le lien dans la description. C'est une des choses que je travaille assez souvent avec les personnes que j'ai en coaching. On mélange coaching et transmission de savoir. Le principe, c'est que vous repartiez avec ce packaging qui permet de mieux comprendre ce qui se passe en vous, mieux comprendre ce qui se passe chez les autres, de façon à améliorer la relation à soi-même, la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour de soi, mais aussi les relations interpersonnelles. On va pouvoir aller aussi traiter ça avec la TCC, la thérapie cognitivo-comportementale. C'est quelque chose qui peut vraiment aider à développer des compétences pour identifier et exprimer ses émotions. Un thérapeute en TCC, il peut aussi fournir des outils, des exercices spécifiques pour permettre à quelqu'un qui a cette caractéristique de l'alexithymie de mieux vivre avec. On peut, dans un troisième temps, pratiquer la pleine conscience, la méditation. Ça peut nous aider vraiment à reconnecter à notre corps, à venir observer nos sensations sans jugement, à rester ici et maintenant et du coup à prendre conscience de nos émotions. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très très bien dans l'écoute de soi et l'observation de soi. Bien entendu, moi je suis vraiment fan des groupes de partage, des groupes de soutien, des groupes de parole et je trouve indispensable de partager son expérience parce que finalement, le partage d'expérience, mais on donne autant qu'on reçoit. C'est-à-dire que l'autre va pouvoir peut-être être à un palier supérieur et nous partager des choses qui nous donnent de l'espoir. On va, au travers le partage et le témoignage des autres, pouvoir se reconnaître, pouvoir s'identifier, pouvoir avoir des prises de conscience. Vraiment, il n'y a rien de mieux pour moi que le dialogue pour comprendre les choses et pour avancer. Et puis, ça fait du bien de sentir qu'on n'est pas seul. Et puis, ce que j'aime bien aussi, en dehors du fait de partager, c'est de s'auto-observer. Pour moi, le journaling, c'est une très bonne méthode d'auto-observation
Tenir un journal, ça peut vraiment nous aider à mieux comprendre nos émotions. Ce que j'aime beaucoup faire avec mes clients, c'est leur proposer un tracker. On va avoir un dessin, un motif avec autant de cases que de jours dans le mois. Et chaque jour, on va essayer de colorier de la couleur qui représente l'émotion principale qu'on a reçue pendant notre journée, qu'on a ressentie pendant notre journée. Et finalement, au début, ça va être flou. On ne va pas savoir mettre de mots, on va avoir du mal. Et petit à petit, on va s'habituer, on va apprendre, on va de mieux en mieux reconnaître ce qui se passe. On va être de plus en plus enclin à décrire les situations, décrire nos réactions émotionnelles. Et c'est ça qui est assez fun dans le journaling, dans l'auto-observation, dans l'utilisation du tracker. C'est que chaque jour on évolue, chaque jour on apprend. Et c'est pas dans la douleur, ça se fait tranquillement, simplement, comme on ferait un petit jeu chaque jour. Pour terminer cet épisode, et en lien avec le dernier point qu'on a abordé, j'ai envie de vous proposer un exercice de journaling. Donc voilà, posez-vous, choisissez un carnet ou une super belle feuille, prenez votre plus beau stylo. Et aujourd'hui, vous allez pouvoir vous poser les questions que je vais vous citer juste après. Mais vous allez pouvoir, ces questions, vous les poser chaque jour par rapport à une situation que vous avez vécue. Je commence, donc si vous n'avez pas encore votre matériel, pas de stylo, pas de feuille, faites pause et revenez avec moi d'ici quelques minutes quand vous serez bien équipés. Première question, par rapport à cette situation que vous avez choisie, décrivez ce qui s'est passé. Donc la première question, c'est qu'est-ce qui s'est passé? La deuxième question, quelles étaient les circonstances? La troisième question, comment ai-je réagi physiquement? La quatrième question, quelle émotion ai-je peut-être ressentie? Et là, le peut-être signifie qu'on n'est pas obligé d'avoir exactement le mot. On peut faire des suppositions, on peut être approximatif. L'essentiel, c'est de poser un mot sur cette émotion qu'on a peut-être ressentie. La question suivante, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette émotion? Et la dernière question, comment pourrais-je exprimer cette émotion en mots? Il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse. Il y a vos réponses et c'est OK. Chaque jour, vraiment, je vous invite à réaliser cet exercice parce qu'il peut vraiment vous aider à mieux comprendre et mieux verbaliser vos émotions avec le temps. Et qu'on soit quelqu'un qui est touché par l'alexithymie ou pas, on mérite d'avoir une éducation émotionnelle qui soit régulièrement mise à jour, on va dire ça comme ça. On mérite d'avoir une intelligence émotionnelle qui soit chaque jour meilleure. Et cet exercice, il est vraiment fait pour ça. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast des atypiques sensibles. J'espère que vous avez trouvé des informations utiles et éclairantes sur l'alexithymie. Vous pouvez me rejoindre dans 2 semaines pour le prochain épisode. On va continuer, bien sûr, à aller explorer les facettes des atypies et de la sensibilité. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser quelques étoiles, un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. À très vite!